dans l'enceinte du port de Saint-Malo, baigné par les effluves marins où se mêlent le sel et les algues, là où les yachts rutilant des nantis côtoient les vieux chalutiers patinés par le temps et les embruns. Un père de famille désespéré s'apprêtait à démontrer que les solutions les plus ingénieuses naissent parfois là où on les attend le moins. Stéphane Dubois avait pour seul bien des mains burinées par le labeur et un compte en banque tragiquement vide. Cependant, 3 décennies d'expérience en tant que mécanicien dans la marine nationale l'avaient doté d'une compétence rare, celle de percevoir ce que les autres ne voyaient pas. Quand le catamaran avant-gardiste de la grande dame de l'industrie maritime, Valérie Moreau, laissa perplexes les ingénieurs les plus éminents de la façade atlantique, elle mit au défi quiconque pourrait résoudre son problème, un défi qui allait tout bouleverser. Son navire, un concentré de technologie propulsé par l'énergie houlomotrice, gisait, inopérant, au milieu du port, engendrant des pertes de plusieurs millions d'euros en contrats avortés et compromettant le futur de sa flotte écologique. Le secret, c'est que Stéphane avait déjà résolu l'énigme en aidant sa fille de 10 ans, Manon, pour un exposé scientifique qui mettait en scène un ukulélé et une petite piscine d'enfants. Mais un simple mécanicien naval, veuf et accablé par les dettes, aurait-il l'audace de se confronter à une femme si puissante qu'elle pourrait s'offrir son quartier sur un coup de tête? Le soleil du matin, d'une lumière diaphane propre à la Bretagne, dessinait de longues ombres sur les quais anciens de Saint-Malo, au moment où les mains tannées de Stéphane Dubois se refermaient sur son premier café serré de la journée. La tasse en céramique, ébréchée et ornée de l'emblème délavé du sous-marin nucléaire le Suffren, était sa compagne fidèle depuis 15 ans, depuis qu'il avait échangé son uniforme de marin contre un bleu de travail. La buée s'élevant de la boisson sombre se fondait dans l'atmosphère saline, emplie de la mélodie intemporelle des coqs gémissant contre les pare-battages et du cliquetis des chaînes d'encre. Le modeste appartement de Stéphane se trouvait juste au-dessus de la boulangerie-épicerie de Monique Chêne, un logement exigu devenu son refuge après que les frais médicaux de sa femme, Sandrine, eurent englouti leurs économies et les eurent contraints à vendre leur maison. Les murs étaient si peu épais qu'il pouvait entendre Madame Chêne organiser son commerce en dessous, ses mouvements d'une régularité aussi familière que le flux et le reflux de la mer. À travers son unique fenêtre surplombant le port, il contemplait le ballet matinal familier, les propriétaires de yachts arrivant dans de luxueuses voitures tandis que les marins-pêcheurs terminaient d'amarrer leurs embarcations après une nuit de travail. Ce contraste flagrant ne cessait de l'étonner. À l'est du bassin, les super-yachts s'alignaient tels des palais flottants, leurs chromes polis réfléchissant les premiers rayons du soleil, tandis que leurs équipages en uniforme s'affairaient à l'entretien. Ces navires, valant pour certains une fortune inimaginable, appartenaient à un monde que Stéphane avait approché dans la marine, mais qui lui était toujours resté étranger. À l'ouest, son lieu de travail, les remorqueurs rouillés et les bateaux de pêche fatigués narraient une autre histoire, celle du travail manuel, des hypothèques et de la lutte perpétuelle entre l'homme et l'océan. « Papa, les œufs sont encore un peu brûlés. » La voix de Manon mêlait une patience affectueuse à une pointe d'agacement, le propre d'une enfant ayant hérité du sens pratique de sa mère et de la curiosité insatiable de son père. À seulement 10 ans, Manon Dubois avait cette faculté étonnante d'analyser le monde avec à la fois un émerveillement pur et une précision chirurgicale, posant des questions qui désarmaient souvent les adultes. Stéphane quitta la fenêtre des yeux. Sa fille était déjà prête pour l'école, dans son uniforme, sa chevelure brune nouée en une queue de cheval qui mettait en valeur les traits délicats de Sandrine. Elle portait un pull d'occasion, récupéré de la petite fille de Madame Chêne, mais avec une assurance naturelle qui témoignait de sa compréhension que la valeur ne résidait pas dans les apparences. « Bonjour, mon trésor. » Stéphane retira les œufs brouillés de la plaque chauffante, les servant dans 2 assiettes disparates. « Tu as bien dormi ? J'ai rêvé de plancton bioluminescent, encore. » Manon s'installa à table, son manuel de biologie marine à portée de main. « Tu savais que certaines créatures produisent de la lumière par des réactions chimiques avec un rendement supérieur à toutes nos ampoules ?» Un sourire se dessina sur les lèvres de Stéphane, évoquant la même passion qui animait Sandrine pour les secrets des fonds marins. Sa femme, qu'il avait perdue 3 ans auparavant, était ingénieure navale, fascinée par la mécanique des océans comme d'autres le sont par la poésie. Après sa mort, Stéphane avait eu peur que cette soif de savoir ne s'éteigne chez Manon, mais elle n'avait fait que s'intensifier. Leur conversation du matin était un moment privilégié, une bulle où le poids des dettes et les incertitudes du lendemain s'effaçaient devant le plaisir de la connaissance. Alors, ce phénomène s'appelle la bioluminescence. Ça se produit quand une molécule, la luciférine, réagit avec une enzyme, la luciférase. Manon fit une pause pour manger, son esprit déjà en route vers le détail suivant. Mais le plus incroyable, c'est que la couleur de la lumière varie selon les espèces et leur chimie. Bleue, verte, et parfois même rouge.
Un véritable feu d'artifice naturel. Stéphane se pencha pour ranger une mèche de cheveux derrière l'oreille de sa fille, un geste devenu un réflexe tendre depuis le départ de Sandrine. Ta maman aurait adoré t'entendre parler de ça. Je sais. C'est pour ça que je serai océanographe. Pour comprendre tout ce qu'elle aimait tant. La détermination dans la voix de Manon était si frappante qu'elle lui rappelait Sandrine avec une poignante intensité. Madame Lefebvre m'a dit qu'il faudrait intégrer une excellente université en sciences de la mer. Elle m'a fait une liste. Le cœur de Stéphane se contracta. Il avait vu cette fameuse liste, l'Ifremer, l'Université de Bretagne occidentale à Brest. Des noms synonymes d'excellence, mais aussi de frais d'inscription qui lui semblaient astronomiques. On y arrivera, ma puce. Tu es assez doué pour avoir une bourse, et le temps que tu sois en âge d'y aller, les choses iront mieux. Les mots étaient sortis tout seuls, mais il se sentait coupable de lui faire des promesses qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir. Mais face à son regard pétillant d'espoir, il ne pouvait se résoudre à briser ses rêves. Après le petit déjeuner, ils prirent le chemin de l'école primaire du village, traversant les quais où Stéphane s'apprêtait à passer sa journée à redonner vie à de vieux moteurs. Un travail honnête, certes, mais qui peinait à couvrir leurs besoins essentiels. La note de rappel de loyer de Madame Chen dans son portefeuille était une épée de Damoclès. À ce soir, papa. Manon le serra fort dans ses bras. On continue mon projet sur l'énergie houlomotrice après le repas, hein? Compte sur moi. Stéphane la regarda s'éloigner, son cartable dansant sur son dos. Ce projet, visant à montrer comment l'énergie des vagues pouvait être transformée en électricité, était devenu leur rituel du soir. L'enthousiasme de Manon était si communicatif que Stéphane y prenait presque autant de plaisir qu'elle. En retournant sur les quais, il franchit cette frontière invisible qui séparait le monde du luxe de celui du labeur, où l'odeur du diesel remplaçait celle des parfums. C'était son univers, authentique, sans artifice, peuplé de gens pour qui chaque journée était un combat. Il se rendit d'abord sur le Flâneur, un bateau de pêche de 9 mètres dont le propriétaire, le capitaine Michel, avait des soucis de moteur depuis des semaines. Sa caisse à outils, héritée de son père, un ancien marin, contenait les instruments de son savoir-faire. Non pas des outils modernes et brillants, mais des compagnons de travail éprouvés, rangés avec un soin quasi militaire. Voyons voir ça. En montant à bord, l'oreille de Stéphane détecta immédiatement l'irrégularité dans le bruit du moteur. Pour un néophyte, tout semblait normal, mais lui percevait une légère toux, signe d'un problème d'alimentation. Le filtre à carburant date de quand? 3 ou 4 mois, répondit le capitaine Michel en se grattant la barbe. C'est ça, le problème? En partie, dit Stéphane en s'agenouillant près du moteur, ses mains parcourant les connexions. Mais il y a autre chose. J'entends de l'eau dans le circuit. Sûrement de la condensation. Le diagnostic fut rapide, la réparation prit 1 heure. Stéphane expliqua chaque geste à Michel, qui buvait ses paroles. C'était cet aspect de son métier qu'il aimait, résoudre des casse-têtes mécaniques, sentir la reconnaissance de ceux qui l'aidaient. Combien je vous dois? Demanda Michel, le moteur tournant désormais comme une horloge. 60 € en tout. Stéphane rangea ses outils. Et un conseil, gardez votre réservoir aussi plein que possible, ça limite la condensation. En empochant l'argent, Stéphane éprouva ce sentiment doux amer de fierté et de désillusion. Un problème de résolu, mais une somme qui ne suffisait qu'à peine pour les courses de la journée. Il lui faudrait travailler sans relâche pour espérer s'en sortir, sans même parler de financer les rêves de Manon. La matinée s'écoula au rythme des petites pannes, un système de refroidissement encrassé, une transmission à régler. Chaque intervention consolidait sa réputation d'homme à tout faire du port. Mais une bonne réputation ne payait pas les études, ni les dettes laissées par la maladie de Sandrine. À l'heure du déjeuner, il avait atteint l'autre bout du quai, celui des grands navires, des yachts aux noms ironiques comme « paradis fiscal ». Il travaillait rarement pour ces gens-là, qui préféraient des mécaniciens surdiplômés aux tarifs prohibitifs. Il déjeunait de son sandwich jambon beurre près du quai de ravitaillement quand Monique Chen vint à sa rencontre, le visage grave. À 68 ans, elle dégageait une autorité naturelle. Sa famille tenait cette partie du port depuis des générations. « Stéphane, il faut qu'on parle. » Elle s'assit près de lui. « Je sais que c'est dur depuis Sandrine, et j'ai été patiente. Mais j'ai aussi des charges à payer. » Stéphane acquiesça.
Il s'attendait à cette conversation. Je sais, Madame Chen. Je suis en retard, et je vous remercie de votre patience. Est-ce que je peux travailler plus pour compenser? Faire de l'entretien, des gardes. Vous en faites déjà bien assez. Sa voix était douce mais ferme. Le problème n'est pas votre volonté, Stéphane. C'est une question de chiffres. Vous avez 3 mois de retard. Il me faut une vraie solution. Les mots le frappèrent de plein fouet. Il le savait, mais l'entendre rendait la situation terriblement réelle. Combien de temps? Murmura-t-il. La fin du mois. Vous avez 2 semaines pour payer ou trouver un autre logement. Elle se leva. Je suis navré, Stéphane. En la regardant partir, il tourna son regard vers les yachts luxueux, leur chrome brillant sous le soleil. Là-bas se trouvaient des fortunes, des problèmes qui se réglaient à coups de chèques à 5 chiffres. Un monde si proche et pourtant si inaccessible. L'après-midi ne lui apporta aucun répit. À 17 heures, en rentrant, il sentit le poids de l'angoisse l'envahir. Bientôt, Manon serait là, avec son projet, ses rêves. Comment lui avouer que leur avenir dépendait d'une simple et cruelle équation financière? Il doit bien y avoir un moyen. Un espoir. Je ne l'ai juste pas encore vu. Le lendemain matin, la lumière d'automne était particulièrement vive. Stéphane travaillait sur un vieux bateau quand un bruit inhabituel attira son attention, le son de plusieurs moteurs diesel peinant à l'unisson. Il leva la tête et vit une chose inédite en 15 ans de métier, un yacht se faisait remorquer. Et quel yacht! Une merveille de design futuriste, mais clairement en avarie. Ses 2 coques glissaient sur l'eau avec la lenteur d'un oiseau blessé. C'était un catamaran, mais d'un genre nouveau, couvert de capteurs d'énergie holomotrice, de stabilisateurs gyroscopiques, et d'un système d'hydrofoil qui semblait piloté par une IA. Attention à ces cordages. La voix impérieuse qui s'éleva appartenait sans conteste à quelqu'un habitué à commander. Le carénage de ce stabilisateur vaut plus que vos voitures. Stéphane aperçut Valérie Moreau. Elle se tenait sur le pont, tel un capitaine sur son navire en détresse. Vêtue d'une veste de marque et d'un jean, elle était l'image même de l'élégance et de l'autorité. Derrière elle, une équipe de techniciens s'agitait. Madame Moreau, les premiers diagnostics. Commença l'un d'eux. Je sais ce qu'ils indiquent. Le coupe ATL. La même chose que les 29 précédents. Mon système est parfait en théorie, mais en pratique, ce yacht révolutionnaire est incontrôlable. Stéphane ne put s'empêcher de sourire. Sa franchise était désarmante. Il connaissait bien ce problème de suringénierie, quand la théorie se heurte à la pratique. La résonance entre les capteurs et les stabilisateurs. Tenta un autre. Assez. S'exclama TL. J'ai un presse-papier à 200 millions d'euros qui met en péril mes contrats. J'ai besoin de quelqu'un qui le répare, pas qui m'explique la panne. Un silence s'installa. Stéphane connaissait ce moment où le savoir théorique s'avoue vaincu par la réalité. 30 des meilleurs ingénieurs, des diplômés des plus grandes écoles, et personne ne peut faire fonctionner ce bateau censé être une révolution écologique. Elle s'adressa à la foule de curieux sur le quai. Le problème, c'est que l'océan se moque de vos diplômes et de vos belles théories. Si on ne compose pas avec lui, il vous anéantit. Alors voilà mon offre, lança-t-elle. 100 000 € à celui qui réparera ce bateau. Peu importe qui vous êtes. Si vous y arrivez, l'argent est à vous. Un frisson parcourut l'attroupement. 100 000 €, c'était une fortune. Stéphane sentit son cœur battre la chamade. C'était la solution à tous ses problèmes. Une seule condition, ajouta-t-elle avec un sourire en coin. Vous n'aurez qu'un seul essai. Si vous échouez, c'est fini. Je suis las des beaux parleurs. Stéphane examina le navire d'un œil nouveau. Les capteurs, les stabilisateurs, l'IA. Chaque système était une prouesse. Mais son expérience lui disait que la complexité engendre souvent le chaos. C'était comme un orchestre où chaque musicien jouerait sa propre partition. Papa. C'était Manon. Elle revenait de l'école. C'est le yacht dont tout le monde parle? Celui à énergie holomotrice? Tu ne devrais pas être à l'école? Dit Stéphane, tout en étant heureux qu'elle soit là.
Elle voyait des choses que les autres manquaient. Journée pédagogique, papa, dit-elle, les yeux fixés sur le bateau. Regarde, les capteurs et les stabilisateurs se contredisent. C'est comme quand j'accorde mon ukulélé et que le lave-linge sort en même temps. Les vibrations s'annulent. Le déclic se fit dans l'esprit de Stéphane. Leur projet sur l'énergie des vagues et la résonance. Et si le problème venait de l'interaction de systèmes qui, individuellement, fonctionnaient parfaitement? Explique-moi ça, dit-il, fasciné par sa perspicacité. Tu te souviens, dans ma piscine, comment les vagues changeaient selon la fréquence? Et comment la corde du ukulélé résonnait à certaines fréquences mais pas à d'autres? Elle poursuivit, animée, et si les capteurs de ce yacht créent une résonance que les stabilisateurs tentent d'éliminer? Ils luttent l'un contre l'autre. La simplicité de cette logique était désarmante. Stéphane comprit. Ce n'était pas une panne, mais un conflit de conception. Les capteurs exploitaient le mouvement de l'océan, les stabilisateurs le supprimaient. L'IA, en essayant de concilier les deux, créait un cercle vicieux. C'est génial, ma chérie. Absolument génial. Tu vas essayer de le réparer? Demanda Manon. Avec 100 000 euros, tu pourrais payer mes études. Stéphane la regarda, puis regarda le yacht et Valérie Moreau. Le fossé entre leurs mondes était immense. Elle résolvait les problèmes à coups de millions, lui, avec de la patience et de l'observation. Mais 100 000 euros changeraient leur vie. Il ne s'agissait plus de savoir s'ils pouvaient le faire. Il en était désormais certain. Il s'agissait de savoir s'il oserait. Les mots de Valérie lui revinrent, « Réparer mon bateau ». Elle cherchait quelqu'un qui voyait différemment. Il prit une grande inspiration, puis s'avança, Manon à ses côtés, vers la conversation qui pourrait changer son destin. « Excusez-moi, Madame Moreau. » Sa voix était calme et assurée. Elle se retourna, le dévisageant avec curiosité, un homme en bleu de travail, aux mains abîmées. « Je m'appelle Stéphane Dubois. Je travaille ici, et je crois pouvoir vous aider. » Les ingénieurs échangèrent des regards moqueurs. Stéphane sentit la morsure du mépris de classe. « Monsieur Dubois, » dit Valérie d'un ton neutre, « il ne s'agit pas d'un simple problème de moteur. C'est une technologie de pointe. » « Je m'en doute, » répondit Stéphane en désignant Manon. « Mais ma fille a fait une remarque que vous devriez entendre. » « Manon, explique à madame ce que tu as vu. » Manon prit la parole, sa voix étonnamment stable, « Ils se battent. Les capteurs veulent utiliser le mouvement de l'eau, et les stabilisateurs veulent l'arrêter. C'est comme essayer d'écouter de la musique avec des bouchons dans les oreilles. » Valérie parut surprise par la simplicité de l'analogie. Elle les regarda tour à tour. « C'est très perspicace. Mais mes ingénieurs ont dû penser aux interférences. » « Vraiment ? » demanda doucement Stéphane. « Où est-ce que chaque système a été testé séparément? Pris un par un, ils sont parfaits. Mais ensemble, ils s'opposent. » Un technicien intervint, sceptique, « Monsieur, nos modélisations informatiques. Vos modèles ne valent que les hypothèses qu'on leur donne, » le coupa Stéphane. « Et la réalité est parfois plus complexe. Puis-je voir les systèmes? » Valérie le fixa longuement. « Vous connaissez les conditions. Une seule chance. Si vous échouez, c'est fini. » « J'ai compris. » dit Stéphane avec assurance. « Mais laissez-moi d'abord les examiner. Pour voir comment ils fonctionnent en vrai, pas en théorie. » « D'accord. » Elle lui fit signe de monter. « Vous avez jusqu'à ce soir. Demain matin, vous pourrez tenter la réparation. Mais sachez, monsieur Dubois, qu'un échec devant tout le port ne serait pas bon pour votre réputation. » Stéphane la suivit à bord, Manon juste derrière lui. L'élégance fonctionnelle du navire était stupéfiante. Chaque détail respirait le luxe et la performance. Mais sous cette perfection apparente, Stéphane sentait